Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir et puis, comme vous l'avez dit, professeur Maître, de revenir, dans le sens où l'an dernier, le thème n'était pas très différent et portait également sur la mobilité, un des thèmes d'analyse. Et je vais tâcher, à l'aune de ce qui vient de se dire, de remonter, de proposer un propos décalé dans le temps, essentiellement, c'est-à-dire de remonter aux sources de ces imaginaires de mobilité, d'automobilité, au-delà d'imaginaires d'automobile. Et il est bien clair que je ne vais pas véritablement parler d'objets, même si vous allez en voir passer. Je vais plutôt parler de cette aspiration qui s'est fait jour à la fin du XIXe siècle dans les sociétés occidentales industrialisées, qui est devenue dominante et qui joue sur des désirs qui ont une force incroyable en termes de valeurs, en termes de culture, des désirs véritablement de déplacement. Il y a eu un moment d'invention et un moment où on a cherché à satisfaire ces besoins qui se sont fait jour au début de la révolution de l'automobilisme. Et c'est bien mon propos, c'est-à-dire je dépasse l'objet et l'automobilisme dépasse de beaucoup l'objet automobile. Alors je suis venu avec une présentation sans logo, mais je ne suis pas venu sans ouvrage. Et vous avez eu la gentillesse, effectivement, d'en poser pour certains flyers à l'entrée. Il y a une collection Culture Mobile. Elle est prolixe, vous l'avez dit, pour le moment. Souhaitons-lui bon vent, c'est chez Descartes et compagnie. Et l'un des récents ouvrages, le plus récent que j'y ai signé, s'appelle L'autorefoulement et ses limites. Mais il y en a bien d'autres qui portent justement sur des questions de démodalisation de l'approche, qui visent aussi à démoder une approche qui serait strictement modale, précisément. Et on va voir comment on peut dresser des passerelles, des thématiques qui peuvent être transversales et qui peuvent permettre d'appréhender ces imaginaires et d'en voir la récurrence historique. Il y a un autre ouvrage qui était paru assez récemment, l'an dernier, sur les cartes du désamour automobile, et qui posait la problématique justement de cette disparition de l'espace public, problématique à certains égards, on y reviendra. Le tout s'inscrit dans un séminaire d'histoire de la mobilité, dont je fais une publicité totale, vous le voyez. Il y avait un ouvrage intitulé « De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité ». Point d'interrogation, ce séminaire est toujours actif. Il entre dans sa 6e saison à l'Université Paris 1. Paris 4 y est également associé. Et puis il y a ce fonds dont je vais vous parler maintenant, celui que je connais le mieux, qui était ma thèse de doctorat. Et donc c'est aux sources, en quelque sorte, de ma réflexion sur ces questions de mobilité. C'est Paris et l'automobile. La manière dont l'automobile a conquis la ville avec le consentement de ses habitants, j'y insiste, je vais y revenir. Et donc cet ouvrage est paru chez Hachette. Et puis il y a une réflexion plus générale sur ce que j'ai appelé les cultures du volant, les mondes de l'automobilisme, et ceci est paru chez Autrement en 2008. Je ferme le banc, ils sont là, ils existent. Désormais, il est interdit de ne pas les connaître. Donc dans ma réflexion, je vais m'en servir et je vais revenir aux sources pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les sources parisiennes, d'une situation que l'on connaît aujourd'hui, qui est assez problématique, mais je vais tâcher de définir l'automobilisme comme une histoire, une industrie, une civilisation, un processus de civilisation qui a eu ses défenseurs, qui a eu ses promoteurs, qui a eu aussi ses personnes dépendantes. Et naturellement, le jeu sur la marque suprême qui est associée à Paris, finalement, qui est Citroën, même si elle en a disparu du paysage industriel, mais tout de même, dans une école où le marketing est enseigné, le coup de génie d'André Citroën, qui pendant 10 ans a illuminé la Tour Eiffel, on a du mal à se représenter cela. Eh bien, entre 1925 et 1934, Citroën donnait aussi l'heure, mais aussi faisait sa publicité. Il y aurait beaucoup à dire sur l'enfermement des ouvriers qui travaillaient quai de Javel et qui avaient le nom du patron à la débauche le soir sous les yeux, toujours. Et donc, une entreprise de mobilité, une petite entreprise, un peu comme celle qui vient de nous être présentée, à Paris développe ce concept à l'usage des touristes américains, 4 roues sous un parapluie, des touristes suisses également. Et la radio suisse romande m'avait invité à faire un commentaire de Paris dans la 2 chevaux pour voir ce qu'il y avait de typiquement français dans cet usage d'une 2 chevaux qui désormais est électrique. Enfin, cette entreprise se diversifie et elle a transformé la motorisation de cette 2 chevaux, chose également intéressante. Alors, le patrimoine automobile à Paris, il existe, il est réel et depuis longtemps. Et le CNAM en abrite eh bien, une manifestation. C'est à peine un automobile, c'est le Fardier de Cugnot. Mais toujours est-il que c'est vraiment à Paris que la civilisation de l'automobile est née, dans le sens où il y a du chauvinisme technique sur l'invention. Les Allemands disputent aux Français la paternité de l'objet. Toujours est-il que l'acclimatation de l'objet, son acceptation sociale, eh bien, c'est le processus que l'Automobile Club de France, le premier au monde, créé en 1895,
eh bien, a cherché à promouvoir. Et on va le voir, mais avant de parvenir à cette situation de contestation, la porte de la bagnole, la porte de Bagnolet, celle qui suscite beaucoup de blogs, la Vélorussion, dont l'appellation est bien ancienne, hein, c'est le début des années 70 où ce vocable est employé, eh bien, cette situation de dépendance qui, finalement, est le résultat, que je simplifie largement, d'une évolution historique dans laquelle je vois 4 âges. 4 âges sur lesquels je vais passer rapidement, mais je vais m'attarder un peu plus sur le premier, et je ne ferai qu'illustrer le dernier, qui est un âge de désamour, de retrait, de reflux, d'autres choses. Indiscutablement, on va en reparler. Ces 4 âges de la civilisation, eh bien, il va falloir réfléchir à ce qui a porté une révolution, peut-être la seule qui a réussi universellement au XXe siècle, la révolution de l'automobile. Et pour avoir voyagé, enfin comme tout le monde, récemment sur des continents différents, on le voit. L'automobile est présente, le désir d'automobilité est présent partout. Donc c'est quelque chose d'universel et il faut interroger cet universel naturellement. Alors, dans la dimension contemporaine, ce qui peut servir d'accroche, c'est cette volonté de se déshabituer de l'automobile. Et le débat sur les voitures belges est évidemment tout à fait intéressant, dans ses attendus, dans ses présupposés parfois idéologiques, et dans sa méthode également. Et la manière d'associer les citoyens est aussi intéressante. Mais en 2007, avant de parvenir à cela, donc à cette idée de Paris-Plage, à cette idée d'une reconquête, mot que je soumets à l'analyse, hein, et auquel je mets des guillemets, eh bien, cette contre-révolution finalement pose problème. Avant d'arriver à cela, avant d'arriver à des systèmes alternatifs, crédibles ou pas, on en rediscutera probablement au cours de la matinée. D'ailleurs, je présente mes excuses parce que l'Institut pour la ville en mouvement fête ses 10 ans et je dois les rejoindre tout à l'heure. Donc, après mon intervention, je présente donc mes excuses aux prochains intervenants. Hier, il était tout à fait intéressant de voir à l'Institut pour la ville en mouvement que Jean-Pierre Orfeuille, qui a préfacé d'ailleurs l'autorefoulement, a commencé par dire que le droit à la mobilité est un droit générique désormais. C'est le droit de tous les droits, finalement. Et donc, on est là dans une perspective qui est celle d'un lien social qu'il s'agit de retisser, de reconstituer. Et évidemment, eh bien, toutes les inventions, toutes les innovations, les inventions ne deviendront pas forcément innovations, mais toutes les inventions sont bonnes à prendre et libre en est une. Le désamour, la manière de se déshabituer, les journées sans voiture, tout ceci participe d'une logique qui, dans une période courte finalement de l'histoire contemporaine, qui n'a que finalement 20 ans, eh bien, participe de cette relecture d'une logique. J'ai mis 3 cartes de stationnement culpabilisatrices de la ville de Paris, c'est-à-dire que je veux payer légalement mon stationnement et pourtant on m'accuse d'éventuellement vouloir me garer sur un passage piéton, sur une piste réservée aux véhicules de secours ou bien une place handicapée. Bon, ceci participe de l'autorefoulement, je vous renvoie à d'autres lectures et je reviens au principe. Évidemment, ce que j'ai souligné n'apparaît pas, ce sera délicat à voir, mais bon, le plan de déplacement de Paris, le projet de déplacement de la ville de Paris, adopté par le Conseil en 2007, dont le sous-titre est inattaquable, évidemment, c'est un droit à la mobilité durable pour tous. Oui, les meilleures intentions sont présentes, il n'y a aucun doute. Et donc, après, il s'agit de voir comment ceci se constitue. Et le passage sur les voies express m'intéresse tout particulièrement parce qu'il y est dit que c'est une anomalie. Texto. Vous lisez cela. Alors, l'historien, devant une anomalie qui est plébiscitée depuis 50 ans par de très nombreux usagers, est sceptique. C'est-à-dire que l'acceptation sociale des voies express a été réelle. Leur demande a été réelle. Leur demande a existé. Et donc, il faut se reconfigurer, c'est là le travail évidemment de mise en contexte, dans la période qui a acclimaté l'automobile, l'a accepté et a cherché à lui donner des infrastructures. Alors, je remonte au début, aux pionniers, aux sources. Et cet avènement de l'automobilisme, il survient comme une satisfaction de besoins de mobilité qu'un grand paradigme social, à l'époque, a suscité. Je veux dire par là que le paradigme d'une société de croissance, paradigme saint-simonien pour le dire simplement, et on y retrouve des Tocqueville, des Constantin Pecker, fondateurs du socialisme, des Michel Chevalier, ingénieur des mines saint-simoniens. Eh bien, tous ceux-ci ont cherché un moyen pour l'individu de s'affranchir des contraintes, de s'affranchir d'une pesanteur. Cette pesanteur, l'automobile a représenté à un moment une réponse adéquate pour justement s'en libérer. Et donc l'automobile a trouvé à Paris, dans un contexte d'individualisation des pratiques, de naissance de l'individualisme, l'automobile a représenté, pour certains pionniers, vous avez là Serpollet, sa statue est place Saint-Ferdinand
dans le 17e arrondissement. Vous avez là le premier vainqueur d'une course automobile en 1895, le Vassor. C'est porte-maillot, faites une station mémorielle au passage du RER. C'est un arc de triomphe. C'est véritablement un héros de cette première civilisation. Il a conduit 48 heures, non pas au volant, c'est une queue de vache, mais à la vitesse de 25 km/h de moyenne et sans s'arrêter, 48 heures. La croissance exponentielle des vitesses est tout à fait impressionnante, c'est-à-dire qu'on est en 1895, en 1903, la course Paris-Madrid, célèbre pour le nombre de morts qu'elle a occasionné et son interruption à Bordeaux, eh bien la course Paris-Madrid, justement interrompue à Bordeaux, présentait des moyennes pour le vainqueur à Bordeaux de 105 km/h. Je mets au défi quiconque automobiliste aujourd'hui partant normalement d'accomplir cette moyenne de 105 km/h sur l'itinéraire Paris-Bordeaux, de centre-ville à centre-ville. Donc dans cette logique-là, vous êtes dans une explosion des vitesses, dans une explosion de cette griserie automobile qui a un substrat fondamental, qui dépasse les premiers usages qui sont élitistes. Indiscutablement, c'est une société réactionnaire. C'est une société d'aristocrates et de grands bourgeois qui cherche à prolonger une mode, d'abord, qui va devenir un mode de vie. Mais cette mode, elle est élitiste, elle est exclusive. Et la magie de l'automobilisme, c'est qu'assez rapidement, cette mode devient un mode de vie qui est inclusif et qui inclut de nombreuses pratiques et qui va élargir le cercle. Alors, la première exposition, 1898, l'ancêtre de tous les salons, donc il y a une légitimité fondamentale, historique à Paris. Les premiers congrès internationaux, donc la dynamique centrale, fondamentale, dans l'acceptation de l'automobile, elle vient de l'Automobile Club de France, qui va convier à Paris cette première car society, comme l'on parle d'une jet society dans les temps contemporains, qui vont établir des codes, les premiers, qui vont réfléchir aux premiers panneaux, etc., jusqu'à la confusion actuelle qui a été évoquée tout à l'heure de la signalétique illisible de la Défense, par exemple. Toujours est-il qu'il y a un point de départ qui est là dans les années 1900. Et évidemment, là où ça dépasse une invention anecdotique et que cela devient une innovation majeure, l'automobile va diversifier ses usages. Et l'Automobile Club de France, en même temps qu'il promeut les premières courses, les premiers usages élitistes, va promouvoir ce qui est en haut. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Enfin bon, c'est ce qui est en haut, c'est un concours de véhicules industriels. Et là, on est dans la démodalisation, c'est-à-dire que c'est certes du système automobile, mais vous avez la promotion de véhicules de livraison, vous avez la promotion de véhicules de transport en commun, vous avez la promotion de véhicules professionnels, de camions. Tout ceci constitue ce que j'appelle les mondes de l'automobilisme, comme l'on parle de sphères armillaires, c'est-à-dire différents mondes qui se juxtaposent dans une galaxie fondamentalement axée autour d'un objet qui a 4 roues et un moteur. Mais ce sont des usages différents. Et donc vous avez là différentes réflexions. Ceci est très précoce, ceci précède d'une décennie la Première Guerre mondiale. Et donc un anticipateur, Albert Robida, de génie, en 1897, vous le voyez, envisage des mobilités de personnes à mobilité réduite autour de l'automobile, des petits véhicules de livraison, tout un système, finalement toute une nouvelle société. L'acceptation de la chose automobile, ce que j'appelle la res automobilia, chose un peu indifférenciée, devient républicaine lorsqu'elle croise les services publics et les services au public que l'automobile est susceptible de rendre. Alors la Première Guerre mondiale va les consacrer de façon patriotique. Les taxis de la Marne, les camions berliers de la voie sacrée, les chars Renault qui vont permettre de rompre le front en 1918. Ces 3 domaines-là qui vont valoir des légions d'honneur, des citations des compagnies de taxi qui pourtant ont été des compagnies de taxi qui se sont fait rémunérer, qui ont protesté contre les pieds posés par les soldats en 14 sur les sièges, etc. Des taxis. Eh bien, cette logique-là, fondamentalement, elle est reconnue par la nation. Et là éclate au grand jour une première dépendance finalement de la société française à l'automobile. Et cette dépendance, elle s'exprime au cours des années 20 et 30 lorsque, pour concurrencer la Société des transports en commun de la région parisienne, la STCRP, qui précède la RATP, qui n'est créée qu'en 1948, se créent des lignes. Alors là, c'est Paris intramuros. Vous avez les fortifications. Et partout où la ville émergente n'est pas desservie par des lignes de transport en commun, parce que ce n'est pas possible, et parce que dans la réflexion sur les transports en commun, il y a une exclusivité de l'intramuros, voire le métro qui s'arrête aux portes de Paris à cette période, des compagnies privées vont contester le monopole des services publics. Des compagnies privées de taxis collectifs. Et c'est là une innovation
sur laquelle on réfléchit de façon contemporaine, mais qui a vu le jour et qui a fonctionné en région parisienne. Et vous le voyez, tout ce qui est finalement la ville que l'on connaît, les lotissements, les quartiers résidentiels, y compris les premiers grands ensembles en région parisienne, ont été desservis, parce que parfois on était mal lotis, mais aussi mal desservis, ont été desservis par le système automobile. Alors, ceci, je vais passer très vite, mais a justifié un nouvel habitus dans l'espace public, une nouvelle lecture, une nouvelle sémiologie de l'espace, avec eh bien, des ronds-points, une lecture automobilisée de la ville, une sécurisation des rues également. On meurt moins, alors là évidemment c'est quelque chose qui surprend, mais on meurt moins sur des chaussées fonctionnalisées et sur des chaussées où l'automobile circule que sur des chaussées où la circulation est ouverte à tous. Et donc on meurt plus à la belle époque avant l'automobile qu'après l'avènement de l'automobile. Et à titre de comparaison, aujourd'hui, on meurt 5 fois moins sur le réseau parisien qu'à la belle époque. Donc malgré des charges de trafic considérablement augmentées. Alors les premiers sens uniques, la place de l'Étoile, la voici. Bref, toute une civilisation, tout un processus effectif. La première signalisation, le premier kiosque signal, carrefour des écrasés sur les grands boulevards. Carrefour des écrasés, c'était le surnom qu'il avait avant, je vous le signale, avant l'automobile. Et puis évidemment, cette légitimité forte, puissante du travail à Paris, des usines intramuros. L'usine de la Porte d'Ivry, usine Panhard-Levassor, usine Citroën, quai de Javel. Derrière, là, nous sommes au moment du démantèlement, donc la construction du front de Seine, la Tour Eiffel, différents ateliers. On entre finalement dans un nouvel âge de l'automobile après cette industrialisation de masse, mais l'âge qui va être de la désindustrialisation pour entrer finalement dans l'âge que j'appelle sénile de l'automobile à Paris, 1992, la fin de Boulogne-Billancourt. Pas tout à fait à Paris, mais on est à la limite. Alors, des aménagements. Là encore, je passe très vite, trop vite naturellement, mais ceci est détaillé dans des écrits, évidemment. Des premiers plans, le plan voisin de Le Corbusier pour Paris, le plan étudiant de voies souterraines, une première réflexion sur les autoroutes. Et puis, eh bien, ceci arrive, c'est-à-dire la démocratisation de la vie, de l'automobile, pardon. Mais j'ai fourché, mais c'est aussi une démocratisation de la ville, c'est fondamental. Et le boulevard périphérique, loin d'être une muraille. Donc là, je m'inscris en faux dans la problématique historique traditionnelle qui voit dans le périphérique une frontière. Mais pas du tout. Le périphérique n'a jamais autant ouvert la ville, qui avant était fermée par l'octroi, jusqu'en 1943. Et le périphérique a une fonction, celle de circuler. Si c'est une frontière administrative. Donc c'est un problème de gouvernance à l'échelle du Grand Paris. Et le boulevard périphérique a un mauvais nom, c'est le boulevard central de l'Île-de-France. Évidemment, enfin bon, c'est un autre débat, mais il est fondamental parce que la ville se démocratise et l'automobile se démocratise dans le même temps. C'est une automobile de pénurie, la 4 chevaux, la 2 chevaux. C'est une automobile qui sert d'outil de travail et de plaisir du dimanche. C'est une automobile dont la notion de marqueur social a tendance à se diluer. Et on est là, véritablement, dans un bien de consommation qui devient un bien de consommation courante, et donc envahissant, et donc insupportable, dans une ville qui voit ses berges colonisées par le virus automobile, donc du stationnement qui n'est pas sauvage, qui est organisé, mais là on est avant les voies sur berge, et donc quelque part, les voies sur berge ont en quelque sorte déjà reconquis les berges, qui n'ont jamais été touristiques avant une trentaine d'années. Débat sur lequel je pourrais revenir longuement si vous le souhaitez. Et donc la charge des flux, on le voit, elle augmente considérablement. Ce qui augmente considérablement, c'est la charge des flux justement en périphérie, parce que Paris se transforme. Paris n'est plus que Paris. Paris est le Grand Paris déjà de fait. Et donc cette réalité, les années 60-70 l'intègrent pleinement, et les premiers à y réfléchir, donc là nous sommes sur les voies sur berge, mais les premiers à y réfléchir sérieusement, depuis Haussmann, ce sont les représentants du district de la région de Paris, et le général de Gaulle ne s'y trompe pas lorsqu'il vient en mai 1966 visiter l'échangeur de la Chapelle, qui est à l'époque le plus grand échangeur d'Europe. C'est la même chose pour lui dans son esprit que le programme Concorde, que le programme nucléaire français, que le programme de télécommunications français. C'est la même chose que ce dessin de grandeur finalement des 30 Glorieuses. Et le France, paquebot, c'est pareil. On est là dans une logique d'équipement de la ville, de massivité des investissements, de consentement des populations. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la dépendance automobile qui est présentée comme une maladie, oui, encore faut-il réfléchir à son fondement et à sa réalité. Alors, on équipe Paris, pas totalement, c'est-à-dire que des endroits ne vont pas être réalisés en autoroute urbaine, et heureusement, en termes d'esthétique, le canal Saint-Martin aurait dû être recouvert. Vous avez différents plans
ce que j'appelle, alors je ne commande pas, mais vous le voyez, il y a tout un plan d'infrastructure. La ville, plus que défigurée à mon sens, est reconfigurée dans le sens où l'on redécouvre, on découvre, on invente, au sens propre, eh bien, des lieux qui jusqu'à présent n'avaient qu'une existence résiduelle ou utilitaire. C'est le cas des berges de la Seine. Et donc dans cette logique, vous êtes dans une modernité où les échelles s'emboîtent, où les systèmes de transport s'emboîtent également, où l'intermodalité est pensée. Un seul exemple, l'échangeur de Bagnolet que j'ai évoqué tout à l'heure. On y a songé sérieusement à y installer, à l'aéroport de Paris, un héliport. Mais l'échangeur de Bagnolet est pensé comme étant un système urbain également, avec un théâtre. Et il n'y a pas eu de sous pour le théâtre. Mais ceci, c'est une logique où on appuie sur tous les degrés, sur tous les leviers du développement qui est plein et total de l'homme, qui est culturel, qui est aussi technique. Et donc c'est une acceptation finalement, c'est dans une réflexion globale qu'il faut replacer ces projets qui ont évidemment, chez les ingénieurs les plus efficaces, et on leur demande de faire circuler, et donc ils ont des projets pour cela. Chez les ingénieurs les plus efficaces, eh bien on va voir des projets touchés par l'hubris. On a échappé à cela devant le Lutetia. On a échappé à cela généralisé à tout Paris. Donc la défense généralisée à tout Paris. Et je ne peux pas croire un instant au second degré des marketeurs de Michelin en 1965, lorsque pour promouvoir le pneu radial Michelin X, ils envisagent le plaisir de circuler dans ce Paris-là, évidemment, qui n'a plus de point commun avec le Paris que l'on connaît. Alors je passe sur ce qui a été envisagé. Un super périphérique, au-dessus du périphérique. Donc véritablement, nous étions là dans un trou noir à voiture et il fallait sortir, rompre avec cette logique. Mais cette logique avait des fondements et donc elle ne doit pas être décrédibilisée totalement. L'entrée en contestation, et là je vais très vite parce que la résultante actuelle, c'est la situation de doute, de débat que l'on connaît. L'entrée en contestation, c'est le choc de 1968, choc qui n'est pas technique, qui est culturel et social. C'est aussi la découverte patrimoniale. En même temps que la population parisienne change sa sociologie, en même temps, je vais le dire brutalement, qu'elle se boboise et qu'elle se gentrifie, moins brutalement. Qu'elle se gentrifie, eh bien, on va refuser la circulation des autres. On va chasser les halles, 1968. Bref, tout un système de reconfiguration de la ville. Et on ne voudra pas terminer le tronçon central de la voie express Rive-Gauche. Seul ce tronçon central n'a pas été réalisé. Tout le reste a été réalisé. Mais le tronçon central était censé passer devant Notre-Dame. Bon, des aménagements divers avaient eu cours. Et en 1974, à la suite du décès de Georges Pompidou, on dit c'est bon, on arrête. Et donc, on va réfléchir à un autre mode d'espace, de pensée de l'espace urbain, de partage de la voirie, les premiers couloirs bus, 1964, la régulation de la voirie, un plan de circulation, bref, une réflexion sur une optimisation du réseau et non plus une extension de ce réseau, ce que, évidemment, la ville ne pouvait pas tolérer. Alors, je suis désolé de cette conclusion parisienne et parisianiste. C'est-à-dire que mon propos, là, il devient lilliputien. Pour le centre de Paris, pas de problème. Les embouteillages n'y ont plus cours. Pour le centre de Paris, le besoin d'automobilité a quasiment disparu, tellement il est satisfait par ailleurs. Et donc, les demandes d'accessibilité, elles sont radicales. Ce qui ne veut pas dire qu'on prenne volontairement, avec plaisir, les transports en commun. Je me faisais cette réflexion, plutôt utilisateur du Vélib dans Paris, mais en prenant le métro, là, la ligne A, je réfléchissais en me disant que la ligne A et la ligne A du RER, la ligne 1 du métro et la ligne A du RER seraient dans l'échelle des charges des lignes de Tokyo au 18e ou 20e rang. Donc on a encore de la marge en termes de densité et d'usage, mais ça passe aussi un peu comme à Singapour par une vision un peu plus urbaine et imprégnée de respect de l'autre. C'est pas très français, encore moins parisien. Donc dans cette logique-là, eh bien, des tensions se font jour. Et pour le cas parisien, donc ma conclusion extrêmement limitée est la suivante. À Paris, le problème est réglé, et depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à Paris, les pierres, le patrimoine ont gagné. Et depuis longtemps. Et donc le Louvre que vous voyez là, ou la place de la Concorde, mais le Louvre est un exemple particulièrement explicite. On pouvait se garer, y compris dans la cour intérieure de la Sorbonne, hein, mais on pouvait se garer dans toutes les cours du Louvre. Donc la cour du Carrousel, la cour de la Pyramide, la cour Napoléon qui abritait la préfecture de police, la cour Marly qui abritait le ministère des Finances, on pouvait y rentrer les véhicules. Il y avait même une préfourrière dans les fossés de la colonnade de Perrault. Enfin bref, la bagnole était partout.
Et c'était insupportable. Et le projet Grand Louvre, dans une logique de reconquête des pierres, eh bien, a expurgé les véhicules. La place de la Concorde, ça faisait comme un festonnement le long de tous les trottoirs, et c'était Paris comme cela. Donc, et ça, c'est les années 70. Hein. C'est pas vieux, c'est pas du Moyen-Âge dont je vous parle. Et donc, la conclusion que je vous soumets, que l'on pourra discuter, encore une fois brièvement, je suis désolé, mais c'est qu'il y a un subtil équilibre qui n'est pas idéologique. Alors là, en aucun cas, entre les besoins de la population, les choix qui ont été faits, qui ont eu leur pertinence pendant un temps, et puis les transformations de cette population, qui n'est pas la même que le Paris populaire des années 50, et donc des nouvelles attentes. Et donc, dans ce cadre-là, il y a évidemment un nouveau contrat social qui est à négocier pour l'automobilité. Donc, j'oublie l'automobile, j'oublie l'objet. Il y a un nouveau pacte républicain, si l'on veut être totalement emphatique. Mais là, je fais écho à un article qui a été mis en circulation également sur les tables. Les États-Unis ont suscité des réflexions récentes sur, notamment d'un auteur passionnant qui s'appelle Cotton Zeller, sur Republic of Drivers, une république de conducteurs. Et il y a effectivement un lien fondamental entre l'identité américaine et l'automobile. Ce lien est plus ténu en Europe parce que eh bien, c'est cette même génération qui a produit le périphérique qui produisait en même temps le RER. Et la phrase de Georges Pompidou, pour terminer par là, il faut adapter Paris à l'automobile, est tronquée. La vraie phrase historique, et donc des publications la restituent dans son intégralité, la vraie phrase historique se poursuit, adaptée à l'automobile, certes, mais au transport en commun et aux aménagements piétons. Et donc, il y a une idée plurielle, et une culture plurielle des déplacements en France. C'est ce qui fait qu'à mon avis, il ne faut pas désespérer de choix à venir, et c'est ce qui fait que je souhaite beaucoup de fécondité aux réflexions initiées, notamment dans ces cercles, à l'IVM et ailleurs. Merci. Oui, Laurence Martin-Armango, simplement savoir si actuellement, dans les débats, est-ce que les gens prennent en compte le fait que la population est vieillissante, qu'on a donc, j'ai une mère qui a 82 ans, et dans Paris, il n'y a absolument rien de prévu pour les gens qui ont une mobilité réduite, et qu'on ne peut pas stationner, parfois on ne peut même pas stationner en bas de chez quelqu'un pour que la personne sorte de sa voiture, parce que c'est même interdit de s'arrêter. Donc je pense qu'on va dans un monde où on a un vrai problème. En plus, avec une population française, comme tout le monde le dit, on va être tous très vieux dans pas longtemps. Oui, enfin là, je pense que d'autres personnes que moi seraient bien plus fondées à répondre, mais cette question est prise en considération, cette question du grand âge, par exemple, est prise en considération dans les réflexions de la Ville de Paris. Oui, bien sûr, il y a des groupes de travail sur ce sujet. Hein. Ça, je ne suis pas au fait de cela, je n'y suis pas intégré, mais on va quand même vers cette prise en compte de plus en plus large du spectre des usagers. Donc l'usager type n'existe plus. Je dis les réponses sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. On parlera sans doute d'un moment, et effectivement, il y a tant de tensions entre les faire. Oui, moi j'avais une petite question sur, je ne sais pas si le micro est branché, mais voilà, sur ce rééquilibrage dont vous parlez au détriment, entre guillemets, de l'automobile à Paris. Est-ce que c'est une tendance que vous observez dans toutes les grandes capitales mondiales, que ce soit dans des pays matures, que ce soit Madrid, Londres, etc. Ou est-ce que c'est un phénomène relativement parisien? Quand vous dites que c'est plutôt structurant et pas très politique, ça veut dire qu'on devrait peut-être observer ça dans toutes ces grandes capitales. Est-ce que c'est votre... Oui, on observe ça, mais je dirais encore que c'est un privilège de riches. Je crois que ça marche. C'est un privilège de riches. C'est effectivement tous les pays qui ont les moyens de diversifier leur offre le font, et toutes les capitales. Néanmoins, le débat sorti des capitales, sorti des hypercentres, mérite aussi d'être posé. C'est-à-dire que Vélib est royalement inutile en campagne. Donc on est là dans des logiques qui sont emboîtables, superposables, tout ce que vous voudrez, mais c'est quelque chose de structurant et de politique. Et toute la magie des politiques est de faire croire qu'ils sont acteurs alors qu'ils ne font que suivre des trends de décennies. Toute dernière intervention pour le timing. Je voulais juste revenir. Vous n'avez pas du tout parlé de mobilité et énergie finalement, enfin de ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer. On est dans un monde où peut-être qu'il y aura un petit peu moins de pétrole plus tard. Qu'est-ce que ça remet en cause en termes de déplacement, et en particulier on voit que ça reste encore quand même la voiture roi ou reine.
Donc, est-ce que vous avez étudié des choses sur ce sujet? Mais la question est vraiment complexe dès les débuts, c'est-à-dire que ce système dont on a hérité finalement des premiers rêves d'automobilité, dont l'automobile à combustion interne à pétrole finalement est l'héritière, eh bien ce système était contesté au début, c'est-à-dire que tous les modes sont en concurrence au début de l'automobile. La première voiture à dépasser les 100 km/h en 1899, la jamais contente de Camille Genazzi, est une voiture électrique. Et donc il y avait quelques éléments là sur les véhicules de livraison. Ils sont électriques. Les premiers, lors des concours de l'Automobile Club de France. Donc il y a déjà des réflexions fondamentales. Et donc je crois que la question de l'énergie, qui est aussi une question finalement technique, n'est que secondaire. N'est que secondaire. Et donc lorsque la question nouvelle de l'adaptation va se poser, et elle se pose, et elle s'est posée en 1973, parce que l'une des raisons d'abandon des infrastructures primaires fondamentales, c'est aussi le choc pétrolier. Donc j'ai évoqué 68, mais la phrase suivante, c'était aussi 73 et le choc pétrolier. Et Pompidou meurt au bon moment. C'est-à-dire qu'on peut lui faire porter tous les péchés du passé, de ce point de vue-là. Et donc les reconfigurations, les trends, les structures, eh bien, elles sont là. Et donc on y réfléchit depuis une cinquantaine d'années quand même, à cette manière de se déshabituer du système pétrole. Mais c'est fondamental, mais en même temps, c'est second, je crois, par rapport à une culture du déplacement.